Bonjour, nous voilà donc pour une nouvelle vidéo concernant un nouveau chapitre, le chapitre 4, et nous revenons sur de la chimie. Après avoir bien détaillé la structure de l'atome, ce que je vous propose, c'est d'essayer de voir aujourd'hui comment les atomes peuvent éventuellement réagir ensemble de manière à atteindre des entités qui sont chimiquement un peu plus stables que eux-mêmes. Parce que l'atome n'est pas nécessairement la forme la plus stable qu'on puisse rencontrer dans l'univers. Il y en a d'autres, et ce que je vous propose aujourd'hui en deux vidéos, c'est d'essayer de savoir lesquelles, comment, pourquoi, comment les décrire. Alors, on commence par un petit rappel sur les formes de la matière à l'échelle dite microscopique. Bon, tout d'abord, il y a les atomes. Pour ça, je vous conseille, avant de regarder cette vidéo ou d'aller plus loin dans la vidéo, de revoir rapidement le chapitre 3 sur la structure de l'atome et notamment de revenir sur les structures des différentes couches, sous-couches et notions d'orbital. Ça vous sera nécessaire un petit peu plus tard. La deuxième forme sur laquelle nous allons passer un petit peu de temps, c'est la forme ionique. Alors les ions, ce ne sont pas c'est pas une nouveauté, hein. Les ions vous connaissez, vous les avez déjà rencontrés au collège. Il s'agit d'entités chimiques qui ne sont pas électriquement neutres, mais électriquement chargées. On distingue deux types d'ions, les ions qui portent une charge positive, qu'on appelle des cations, et ceux qui portent une charge négative et qu'on appelle des anions. C'est deux définitions qu'il faut connaître. Les ions peuvent être de deux types aussi. On peut distinguer d'une part les ions monoatomiques. Les ions monoatomiques, c'est ceux qui résultent de la perte ou du gain par un seul atome d'un ou plusieurs électrons. Alors, on revient rapidement, un petit rappel vite sur ce que c'est qu'un ion. Un ion, en fait, résulte du gain ou de la perte de un ou de plusieurs électrons. Les électrons sont des charges négatives. On imagine un atome qui est électriquement neutre. Il gagne un électron. Il gagne donc une charge négative. Tout se passe comme s'il avait une charge négative en trop. Il est donc chargé négativement. Ça veut dire qu'un ion chargé négativement, donc un anion, résulte en fait du gain d'électrons. De la même manière, ou symétriquement, si un atome vient à perdre un électron, il perd une charge négative. Il part initialement d'une espèce qui était électriquement neutre, il perd une charge négative, tout se passe comme si finalement il avait une charge négative manquante ou une charge positive en trop. On a donc un ion chargé positivement, donc un cation. Un cation résulte de la perte d'un électron au moins. Alors, je vous ai donné ici, à travers un tableau, quelques ions qu'il serait plutôt bien de connaître. Donc, les cations à gauche, les anions à droite, le cation hydrogène, l'ion hydrogène, H+, un atome d'hydrogène qui a perdu un électron. L'ion lithium, Li+, un atome de lithium qui a perdu un électron. L'ion sodium, Na+, un atome de sodium qui a perdu un électron. L'ion potassium K+, un atome de potassium qui a perdu un électron. L'ion fer 2, Fe2+, un atome de fer qui a perdu deux électrons.
Le 2, bien évidemment, fait référence au 2+. L'ion fer3, Fe3+, un atome de fer qui a perdu 3 électrons. L'ion cuivre 2, Cu2+, un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons. De manière symétrique, donc, les anions, l'ion hydrure, H-, un atome d'hydrogène qui a gagné 1 électron. L'ion fluorure, F-, un atome de fluor qui a gagné 1 électron. L'ion chlorure, Cl-, un atome de chlore qui a gagné 1 électron. L'ion bromure, Br- et l'ion iodure, I-, donc respectivement un atome de brome et un atome d'iode qui ont gagné chacun 1 électron. L'ion oxyde, O2-, un atome d'oxygène qui a gagné 2 électrons. Et l'ion sulfure, S2-, un atome de soufre qui a gagné 2 électrons. Là, vous n'avez que des exemples d'ions monoatomiques, c'est-à-dire à chaque fois un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. On peut avoir des ions polyatomiques, c'est-à-dire cette fois formés de plusieurs atomes, et là c'est l'entité, c'est tout l'édifice qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. On verra qu'en réalité, c'est un ou plusieurs atomes dans l'ion qui ont gagné ou perdu un électron, mais pas forcément toute l'entité. Alors là, de la même manière, un petit tableau, je disparais quelques instants, qu'il est bon de connaître. L'ion ammonium, NH4+, on voit bien qu'il y a plusieurs atomes, il y a un atome d'azote, 4 atomes d'hydrogène, je vous rappelle que le petit 4 ne concerne que ce qu'il y a devant, et le tout chargé d'une charge positive. L'ion nitrate, NO3-, constitué d'un atome d'azote, de 3 atomes d'oxygène et l'ensemble porte une charge négative. L'ion sulfate, SO4-2-, un atome de soufre, 4 d'oxygène et l'ensemble porte 2 charges négatives. L'ion hydrogénocarbonate, un atome d'hydrogène, un atome de carbone, 3 atomes d'oxygène, l'ensemble porte une charge négative. Bon, là c'est pareil, c'est intéressant de savoir au moins décrire la composition d'un ion quand vous en connaissez la formule. Alors, les composés ioniques ne dérogent pas à la règle. Ils sont nécessairement à l'échelle macroscopique électriquement neutres. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'échelle macroscopique? Eh bien, c'est l'échelle de la matière au niveau de laquelle, en fait, la matière est constituée d'une collection d'un très grand nombre d'entités chimiques. Attention, quand je parle d'un très grand nombre, je suis en train de parler d'au moins plusieurs centaines de milliers de milliards d'entités chimiques. C'est-à-dire d'un nombre qui dépasse par exemple le nombre d'étoiles dans l'univers. Si un solide est constitué d'ions, alors les anions et les cations vont s'arranger de manière à ce que l'ensemble soit électriquement neutre. On va parler d'un solide ionique. Vous connaissez certains de ces solides ioniques. Dans le cas d'un solide ionique, on ne note plus que les atomes qui constituent le solide, leur nombre, mais on ne note plus les charges. Donc typiquement, le petit tableau qu'il y a ici vous rappelle quelques solides que vous connaissez pour certains. Donc par exemple, le chlorure de sodium. Vous noterez qu'on note toujours le nion de l'anion avant le nom du cation.
Donc le chlorure de sodium est constitué d'un ion Na+, et d'un ion Cl-. Le petit S entre parenthèses signifie qu'on a affaire à un solide. L'ion sodium, donc, est constitué d'un cation qui porte une charge positive, d'un anion qui porte une charge négative. Il y a autant d'anions que de cations parce qu'une charge positive est toujours compensée par une charge négative pour que globalement l'ensemble soit électriquement neutre. De la même manière, le carbonate de sodium, par exemple, Na2CO3, est constitué d'un ion carbonate, CO3 et nécessairement de deux ions Na+, puisque chaque ion Na+, ne porte qu'une seule charge positive. Pour compenser les deux charges négatives de l'anion carbonate, il nous faut deux ions Na+. Et de la même manière, le chlorure de calcium, CaCl2, est constitué d'un ion calcium, Ca2+, et de deux ions chlorure, puisque chaque ion chlorure ne porte qu'une charge négative, il faudra donc deux ions chlorure pour compenser les deux charges positives du calcium. Enfin, dernière forme de la matière à l'échelle microscopique, les molécules. Alors, d'un point de vue général, une molécule, c'est conçu comme un assemblage d'atomes qui sont liés entre eux par des liaisons chimiques, l'ensemble étant globalement électriquement neutre. La liaison chimique porte aussi le nom de liaison covalente et elle a été introduite en fait dans un modèle qui est assez ancien maintenant, il a un peu plus d'un siècle, qui est le modèle dit de Lewis en 1916, donc, comme je vous l'écris là, Gilbert Newton Lewis, qui était donc un chimiste, publie un article dans lequel, pour la première fois, il propose, et c'est le premier à le faire, il propose un modèle pour la liaison chimique qui dit qu'en fait les atomes vont se lier entre eux en mettant en commun des électrons. Chacun arrive avec un électron et on forme en fait un espèce de doublet d'électrons entre deux atomes. Bon, le modèle il a évolué après et à partir de 1925, on sait que on n'a pas besoin d'utiliser tous les électrons, mais uniquement les électrons de la couche de valence. Donc je vous renvoie au cours, au chapitre 3 précédent, pour revoir ce que sont les électrons de valence. Alors, la question qu'on se pose, c'est, mais alors est-ce qu'on utilise tous les électrons de valence ou uniquement certains de ces électrons de valence? Et pour ça, on a été obligé de s'intéresser à la répartition des électrons dans la couche de valence. Alors cette couche de valence, je vous le rappelle, elle est constituée d'orbitales et d'orbitales qui se répartissent en sous-couches. Il y a les orbitales S et les orbitales P. Les couches, elles sont caractérisées par le nombre quantique n. N égale 1, couche numéro 1, n égale 2, couche numéro 2, n égale 3, couche numéro 3. On va avoir des sous-couches. Pour n égale 1, on n'a qu'une seule sous-couche possible, c'est un S. Pour n égale 2, on va avoir des sous-couches 2S et 2P. Et pour n égale 3, on peut avoir des sous-couches 3S, 3P, et puis aussi 3D, mais qui ne vont pas nous intéresser, nous, puisqu'on s'arrête à la troisième ligne du tableau périodique. Chaque sous-couche est constituée d'orbitales. Ces orbitales sont au nombre de 1 dès que la sous-couche est de type S, mais au nombre de 3 dès que les sous-couches sont de type P. On a donc une seule orbitale 1s,
une seule orbitale 2s, une seule orbitale 3s, mais on a 3 orbitales 2p et on a 3 orbitales 3p. On va représenter chaque orbitale sous forme d'une petite case qu'on appelle une case quantique, que je vous ai représentée là. Donc, la 1s, une case. La 2s, une case. Les 3 orbitales de P, 3 cases. La 3s, une seule case. Et les 3 orbitales 3p, 3 cases. Chaque orbitale ne peut contenir que 2 électrons maximum. Ça veut donc dire que la petite case 1s ne peut contenir que 2 électrons. La petite case 2s, 2 électrons. Les 3 petites cases 2p, ça fera 6 électrons maximum. La 3s, 2. Et les 3 orbitales 3p, 6 électrons maximum. Alors, comment est-ce que ces électrons vont s'organiser dans ces orbitales? On va s'intéresser qu'à la couche de valence et on va retenir toujours cette méthode-là. Après avoir établi la configuration électronique d'un élément, on va répartir les électrons de la couche de valence dans les différentes cases quantiques qui la constituent, en plaçant d'abord un électron dans chaque case d'une même sous-couche, et puis un second si c'est nécessaire. Alors, on va traiter un exemple pour que vous compreniez bien. Le cas de l'oxygène. Dans le cas de l'oxygène, on sait que Z égale 8. Ça veut donc dire qu'il y a 8 protons dans le noyau et que pour respecter l'électroneutralité de l'atome d'oxygène, il y a 8 électrons dans le nuage électronique. La configuration électronique de l'oxygène devient donc un S2, 2 électrons dans la couche 1s, 2s2, 2p4. On peut compter qu'on a 4 plus 2, 6, plus 2, 8 électrons. La couche de valence, comme je vous l'ai précisé ici, est constituée en fait des 2 sous-couches 2s et 2p. On commence par répartir les électrons dans la sous-couche 2s. On en a 2 à mettre, on en met donc 2. On passe ensuite à la sous-couche 2p. Et on commence par mettre d'abord un électron dans chaque case d'une même sous-couche, puis un second si nécessaire. Ça veut donc dire qu'on va en mettre un ici, puis un dans la deuxième case, un dans la troisième case, mais on en a 4 à placer. Ça veut donc dire qu'on va être obligé de placer le quatrième, eh bien ma foi, dans l'une des 3 cases de P qu'on a. Et puis on s'aperçoit d'une chose finalement. On s'aperçoit que tous les électrons de la couche de valence de l'oxygène ne sont pas identiques. Certains sont au nombre de 2 par orbital, comme ici et là. On dit qu'on a affaire à des électrons appariés ou on a affaire à des doublets d'électrons. Et puis certains sont seuls dans leur sous-couche, seuls dans leur case. On dit qu'on a affaire à des électrons célibataires. Alors ça veut donc dire que l'oxygène possède 2 doublets d'électrons dans sa couche de valence, et 2 électrons célibataires. Forcément, puisqu'on a affaire à des électrons différents, ils n'auront pas le même comportement. Alors, avant de passer à la suite, c'est-à-dire le modèle de Lewis à proprement parler et la formation de molécules, ce que je vous propose, avant de passer donc à la seconde vidéo, c'est d'essayer d'établir la répartition des électrons dans les couches de valence de tous les éléments des 3 premières lignes. Ça fait pas beaucoup, ça fait 18. Et puis assez rapidement, vous allez commencer à vous apercevoir que finalement, il est assez simple, sans avoir de grosses réflexions à faire, de savoir comment ça se répartit.
On se retrouve après avoir fait ça pour la seconde vidéo.